Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Au sommaire de cette édition de ce mercredi 4 juin 2025, le directeur du lycée communal de l'UCSK en commune Mavaï de la province Kirundo est porté disparu depuis ce mardi. La victime, adepte d'Agatongwassa, a été enlevée par les agents du service national de renseignement. À moins de 12 heures des élections communales et législatives, les habitants de la capitale économique craignent déjà pour l'éventuelle paralysie de différentes plateformes de communication pour défendre le déroulement du scrutin. Des inquiétudes qui prévalent aussi sur toute l'étendue nationale quant à la crédibilité des dites élections. Dans le mini-magazine au cœur de la société, l'on parlera de l'accumulation de dettes chez les entreprises étatiques et para-étatiques. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Vous êtes les bienvenus. Ouvrons cette édition par la page Droits de l'homme des habitants de la commune Mavaï en province Cibitoke. Alerte pour la sécurité d'un citoyen nommé Théophile Nimbona qui a subi une arrestation aux allures d'enlèvement ce mardi. Une arrestation opérée par des agents du service national de renseignement. La victime, qui occupe le poste de directeur du lycée communal l'UCSK, est un membre du parti CNL, El Dagatongwassa, et a été arrêté alors qu'il venait de quitter le bureau de la direction communale de l'enseignement à Mavaï. Après cette arrestation, Théophile Nimbona a été conduit dans un lieu jusqu'à présent inconnu et aucune charge pesant contre lui n'a pas été communiquée. En politique, à la veille des élections législatives et communales, des intimidations et des menaces de mort continuent à être orchestrées à l'endroit des membres des partis d'opposition en commune Uraza de la province Gitega dans le but de les forcer à voter pour le CNDD-FDD. Certains responsables du parti au pouvoir dans cette commune sont pointés du doigt par la population dans ces actes. Emmanuel Niungeko nous parle de ces faits. Le premier qui est cité par les habitants de la commune de Buraza dans ces actes d'intimidation à l'endroit des membres des partis de l'opposition et le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Gweza. Notre source dans la localité explique que ce militant du parti au pouvoir menace même de tuer ceux qui ne voteront pas pour le CNDD-FDD. Sur la colline Gweza, le nommé Joseph Nakarutimana, responsable collinaire du parti CNDD-FDD, en même temps directeur de l'école fondamentale de Gweza, s'est arrogé le droit d'intimider les citoyens depuis le début de la campagne électorale. Il leur dit qu'il les tuera s'ils ne votent pas le parti CNDD-FDD. Un autre cas signalé par la population concerne le chef du parti CNDD-FDD au niveau de la commune Buraza. Ce dernier, selon notre source, sillonne tous les ménages de nos membres de son parti dans le but de les forcer d'élire pour le parti de l'Aigle ou bien de fuir. Le chef communal du parti CNDD-FDD est responsable adjoint de ce parti dans la commune élargie de Bishoubi. Lui aussi passe dans les ménages des Inyangamugayo et ceux du parti Ipona pour les obliger de lui donner leur carte d'électeur afin de voter dans leur place. Il leur dit que s'ils ne votent pas son parti, ils choisiront où aller. Il est évoqué qu'ils iront à Mongolie et nous ne connaissons pas cet endroit. Les habitants de la commune de Buraza réclament que ces actes d'intimidation cessent et que les promoteurs soient poursuivis. Le ministre de l'Intérieur a déclaré hier qu'il faudra dénoncer quiconque enlève une carte d'électeur appartenant à un militant dans notre parti. Le nommé Jean-Marie Ndayahoubé a été cité dans plusieurs magouilles. Il a été démis de ses fonctions du directeur communal de l'enseignement, mais il n'a pas été emprisonné. Nous souhaitons que ces actes s'arrêtent et au besoin que les auteurs soient jugés. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Joseph Nakarutimana, chef du parti CNDD-FDD sur la colline Gweza, encore moins Jean-Marie Ndayahoze, responsable du parti en commune de Buraza, pour recueillir les réactions.
Merci à Emmanuel Niyungeko. Dans l'entretemps, la population de la mairie de Bujumbura s'inquiète par rapport aux différentes plateformes de communication qui pourraient être bloquées durant la journée électorale. Selon la même population, de telles pratiques se sont déjà produites dans le passé. L'inquiétude est aussi fondée sur le fait que, même aujourd'hui, un appel simple n'est pas facile à passer à cause de l'instabilité de la connexion. Certains disent qu'ils ont déjà installé l'application VPN dans le but de rester connectés. Des détails sur ces inquiétudes des habitants de la capitale économique avec Digne Karondo. À quelques heures des élections législatives, certains habitants de la mairie de Bujumbura, utilisateurs des réseaux sociaux, expriment des craintes quant à un éventuel blocage de plateformes telles que Facebook, WhatsApp et d'autres. Selon des témoignages recueillis par la RPA, ces plateformes pourraient être suspendues dans le but d'empêcher la libre circulation des informations concernant le déroulement du scrutin dans les différents bureaux de vote. Ces inquiétudes trouvent les fondements dans les précédents électoraux, notamment celui de 2015, durant lequel les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook avaient été temporairement bloqués. Pour contourner ces restrictions, certains utilisateurs avaient alors eu recours à des applications VPN installées sur les téléphones Android. Une pratique qui semble déjà reprise par certains habitants de Bujumbura, déterminés à rester connectés pendant les élections du 5 juin. Nombreux sont ceux qui vivent dans la crainte d'éventuelles coupures d'Internet, comme en témoigne un résident de la ville. Le jour des élections, ils coupent l'électricité, ils coupent la connexion Internet, au point que ça devient impossible d'accéder au WhatsApp, Facebook et autres réseaux sociaux. Pour le moment, nous attendons ce qui va se passer, mais nous pensons qu'ils vont le faire à nouveau car cela est devenu leur moyen de truquer les urnes. Pire encore, les connexions au Burundi ne sont pas d'ailleurs stables. Durant un appel simple, les coupures et les parasites dans le son de votre interlocuteur ne manquent pas. Nos sources indiquent que ces préoccupations ne se limitent pas à la population de Bujumbura. Des craintes similaires sont également exprimées dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Merci Adigne Karondo. Dans le même prolongement, la population de différentes régions du pays affirme que les élections de demain ne sont pas crédibles puisqu'elles sont mal organisées et surtout organisées en faveur du parti CNDD-FDD au pouvoir. Autre effet, pas mal de citoyens ont été refoulés du pays et n'ont pas accès à ces élections, ou encore ceux qui n'ont pas été tués ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés. Même les membres du parti CNDD-FDD révèlent que les résultats de ces élections sont déjà connus d'avance. Suivez certains citoyens qui se sont entretenus avec la RPA. Ce sont des élections qui auront lieu dans une hyperpanique de la part de la population. On ne peut pas vraiment nous attendre à grand chose qui sortira de ces élections parce que les fraudes déjà sont envisageables. C'est la seule qu'il y a même des électeurs à qui on a retiré les cartes d'électeurs. Donc ils n'auront plus le droit d'élire, ils n'ont plus le droit d'aller voter parce qu'ils n'auront pas de cartes d'électeurs. Les jeunes militants au pouvoir les ont arrachés au niveau de la population et ces gens-là qui n'auront pas de cartes d'électeurs, ce sont les humains coulés qui vont élire à leur place. Les élections qui auront lieu demain, ce sont des élections qui ne sont pas bien organisées parce que certaines personnes ont été refoulées, n'ont pas eu accès à participer à ces élections. Durant la campagne électorale, durant le meeting, là vous observez, ici et là, les gens qui se comportaient très mal, les gens qui ont été battus, les gens qui ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés. On observe également que les gens ne sont pas à l'aise parce qu'ils participeront aux élections forcées. Le déroulement de la campagne électorale n'était pas libre pour battre les campagnes. Il y avait donc la discrimination totale. Nous avons vu que même la distribution des cartes d'électeurs à cause de problèmes. Nous ne pouvons pas dire que la CENI ne se comporte pas bien, sinon il faut ne pas jouer convenablement. Il n'y a rien de nouveau, c'est le CNDD-FDD qui va se proclamer qui a gagné. Mais il faut savoir qu'il n'y a personne avec qui sont en compétition, non. Les autres sont mis à côté. Donc, on ne peut pas dire que vraiment nous allons accepter les résultats
CENI, ils savent quel pourcentage vont se proclamer. C'est une commission de CNDD-FDD qui les a mis à côté. C'était là certains citoyens qui s'exprimaient à propos de ces élections de ce jeudi 5 juin 2025, quant à leur crédibilité. Une courte pause et puis on poursuit avec cette page politique en rapport avec les élections de ce jeudi. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Niterete, nie les accusations selon lesquelles il y aurait des mineurs détenteurs de cartes d'électeurs. Il affirme plutôt que ceux qui propagent ces allégations n'ont pas de preuves fiables à soumettre, si ce n'est que des justifications qu'ils prétendent avancer au cas où ils perdront les élections. Le ministre Niterete l'a signifié lors de la conférence de presse animée ce mardi en guise de la présentation du rapport général sur le déroulement de la campagne électorale. Suivez Martin Niterete, ministre de l'Intérieur. Ne se pourrait-il pas que vous préparez le terrain pour que, si vous réaliserez que vous avez été vaincu aux élections, vous diriez que vous l'avez prédit. Pourquoi vous ne nous soumettez pas ces problèmes? Regardons les choses en face et on sait tout de même que ce qui s'est passé n'a pas pris beaucoup de temps. Nous venons de terminer la dernière semaine en émettant sur la même longueur d'onde dans nos discussions. Alors, ces gars qui parlent de mineurs, il peut s'agir d'un élève de l'école fondamentale alors qu'il est majeur, ça dépend des circonstances. Et ça, vous le savez puisque vous avez été à l'école. On ne peut pas prendre comme référence l'uniforme. Il y a des majeurs qui sont sur le bas de l'école mais qui ont eu des difficultés d'apprentissage. La seule référence est légale pour déterminer celui qui est majeur, mais les autres élèves ne prouvent rien. Pour la question de ceux qui ont été ôtés de leur carte d'électeur, le ministre déplore le fait que personne n'ait saisi les autorités juridiques pour cette cause. Il en invite les victimes à saisir les autorités compétentes. Le ministre ajoute que même s'il y aurait quelqu'un qui a volé la carte d'autrui, il n'en profitera d'aucun avantage puisque le scrutin sera suffisamment surveillé. Suivez encore une fois le ministre de l'Intérieur, Martin Niterete. Uzofatwa agiye ku biro de vote atwaye ikarata ata procuration yahawe ambone diforme na nyeneyo uvuga ko azoba yayivye cyangwa yose mu bundi buryo bw'amanyanga tukaverifya neza tugasanga iyo procuration ntayo yamuhaye cyangwa agatwara procuration y'amanyanga nawe nyine ko birashobora gushika agatwara procuration y'amanyanga atayihawe. Celui ou celle qui sera surpris en train d'essayer de voter par procuration sans document valide ou avec une procuration valide mais qu'il a eu par fraude, ce qui sera d'ailleurs facile de vérifier, cela signifiera qu'il l'aura volé car j'ai même demandé à la CENI de mettre en place un moyen nécessaire pour vérifier que réellement il y en a ceux à qui on a volé les cartes pour que ce problème soit vidé et comment voter si tu n'as pas de carte parce qu'on t'aura volé ou perdu. Dans ce cas, tu vas présenter ton récépissé au bureau de vote. Nous nous sommes convenus avec la CENI de mettre en place cette possibilité de voter en utilisant un récépissé sur quoi on va mettre la mention à voter. Comme ça, on aura égalité celui qui a volé la carte, ça ne lui servira à rien. Handi urota sinzi ko maze kurota mwe urota ufite ibifaranga byinshi ugapfumbata buke mu gatondo wikanguye ugasanga intoke zavyimbye mu gupfumbata amafaranga kumbufumbasuye. C'était Martin Niterete, ministre de l'Intérieur. Chemin faisant, au moment où certains citoyens, surtout ceux de l'opposition, ne cessent de se lamenter sur des persécutions, menaces et exigences à remettre leurs cartes d'électeurs qui sont opérées par des militants du parti CNDD-FDD, certains responsables des partis politiques et coalitions politiques semblent minimiser les lamentations de ces citoyens. Ces politiques affirment que la campagne électorale s'est bien déroulée malgré quelques irrégularités signalées et remercient plutôt le ministère de l'Intérieur et la Commission électorale nationale indépendante. Je vous propose d'écouter Patrick Nkurunziza, président de la coalition Burundi Bwabose. Il était en invité dans l'émission Ijambo ni Bwawe de ce mardi. Également, ils ont malmené certains de nos militants, tandis que d'autres ont été arrêtés. Vous avez entendu à Ngozi que le responsable de la coalition en province de Butanyerera a été sérieusement tabassé. Heureusement, grâce à Dieu, il est bien portant.
À Makamba et à Bubanza aussi, nos militants ont été battus et d'autres ont été incarcérés. J'étais en train de dire que les menaces sont réelles, que ce soit contre nos militants ou encore de façon générale, car ils veulent que tous les citoyens votent de force pour le CNDD-FDD. Mais moi, j'appelle tous les militants et tous les Burundais de refuser de se soumettre à ces menaces, que personne n'accepte de céder sa carte d'électeur, car si tu refuses, c'est vrai, ils te malmènent, mais ils ne peuvent pas la prendre. Cependant, je ne pourrais pas oublier de remercier le ministre de l'Intérieur du pays, car toutes les fois que nous lui avons soumis nos problèmes, il s'est bien comporté en faisant tout son possible pour les résoudre. Mais cela n'a pas freiné tous ces obstacles. Cependant, nous les avons affrontés et c'est terminé. Maintenant, nous nous préparons pour les élections de demain matin. C'était Patrick Nkurunziza, président de la coalition Burundi Bwabose. L'autre politique est Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, qui affirmait lui aussi que son parti et les membres n'ont rencontré aucun problème durant la campagne. Même les quelques cas d'irrégularité survenus ont trouvé solution après discussion avec la CENI et le ministère de l'Intérieur. Suivez Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Les difficultés que nous avons rencontrées, comme nous l'avons déjà dit, ce sont les menaces à l'intérieur du pays où nos militants ont été malmenés et on leur disait que s'ils participent à nos réunions, ils ne rentreront pas chez eux. Mais dire que les administratifs communaux et les gouverneurs nous ont malmenés dans les lieux de propagande, cela n'a pas été le cas. Mais nous avons encore parlé de cela avec la CENI concernant les personnes qui n'ont pas pu récupérer leur carte d'électeur alors qu'elles étaient enregistrées et la CENI a précisé que ces personnes pourront voter avec leur récépissé. Il y a aussi des groupes d'individus qui viennent enlever des cartes d'électeurs aux citoyens en leur disant qu'ils vont voter à leur place. Sur cela, la CENI a souligné que pour voter pour le compte d'une autre personne, il faudra avoir sa procuration et que personne ne pourra dépasser le nombre admis de procuration. Nous pouvons affirmer que les autorités administratives ont aidé, mais ont été dépassées lorsqu'il s'agissait de ce qui se passait dans les collines. Les citoyens qui n'ont pas encore compris la démocratie, c'est bien ceux qui habitent dans les collines. Ainsi, les chefs collinaires collaborent avec les responsables du parti au pouvoir dans ces collines pour malmener les gens. C'était Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA. Page économie, le manque de devises étrangères ainsi que la pénurie du carburant demeurent parmi les principales difficultés que les institutions élues par le peuple, actuellement en fin de mandat, n'ont pas su résoudre. Dans le cadre d'une série de reportages consacrés aux avis de la population sur les réalisations de ces institutions dans les différents secteurs du pays, nous nous penchons aujourd'hui sur les préoccupations exprimées par les citoyens burundais dans le domaine de l'économie, un secteur dans lequel ces autorités n'ont pas su apporter de solutions concrètes. C'est un reportage signé David Claude Bananayo. L'un des problèmes majeurs qui ont secoué l'économie nationale au cours des 5 dernières années, période correspondant au mandat des institutions élues actuellement en place, est la pénurie persistante des devises étrangères. Cette situation a eu des répercussions profondes sur presque tous les secteurs vitaux du pays. Des habitants interrogés par la radio publique africaine affirment que les effets de cette crise se font encore ressentir à ce jour, notamment à travers la pénurie chronique de carburant. La pénurie de devises étrangères a considérablement compliqué l'accès aux produits de première nécessité, tels que le carburant, le sucre et les boissons produites par la Brarudi. Les autorités que nous avons élues n'ont pas été en mesure d'apporter des solutions efficaces à ces problèmes. Selon ces habitants, les autorités en place n'ont pas été en mesure d'apporter des solutions efficaces aux problèmes économiques qui accablaient le pays. Il cite plusieurs exemples illustrant cette incapacité à juguler la crise. Les difficultés que ces autorités n'ont pas su résoudre sont nombreuses. Elles n'ont pas réussi à réhabiliter les routes endommagées ni à mettre un terme à la pénurie de carburant, de sucre et de boissons de la Brarudi.
À l'approche des prochaines élections, ces citoyens lancent un appel aux futures autorités de tirer les leçons des erreurs de leurs prédécesseurs afin de s'attaquer résolument aux défis économiques, notamment ceux liés à l'approvisionnement en devises et en produits énergétiques. Autre sujet de préoccupation soulevé, c'est le contrôle de l'économie nationale par un cercle restreint d'individus. Les personnes interrogées dénoncent notamment le manque de transparence dans la gestion des recettes issues de l'exploitation de l'or. Elles s'étonnent également du mystère persistant autour de la pénurie de carburant, un phénomène qui, selon elles, semble dérouter même les experts tout en contribuant à la flambée quotidienne des prix des biens essentiels. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les opinions de ces citoyens sur l'état du secteur agricole et de l'élevage. Merci à David Claude Mbananayo, page justice. À présent, dans notre série de reportages qui vous parle de la volonté de la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza dans la spoliation des avoirs de feu Simbeshele, aujourd'hui, nous reviendrons sur la vente aux enchères illégales de la parcelle située au quartier 2 par le dit tribunal. Le reportage est signé Josiane Moudzanet. Dans notre précédente édition, nous vous avons parlé de comment le patriarche Simbeshele Simon a été énivré au bar Calvados afin qu'il concède à signer sur un accord de vente de sa parcelle avec un certain Vital Nibaboneka. Les gens qui l'ont intimidé étaient au nombre de 11, mais la RPA a pu en identifier 3 seulement pour le moment. Il s'agit de Vital Nibaboneka, supposé avoir acheté la parcelle de Simbeshele. Il vit de la vente des métaux. La deuxième personne est maître Jiminio Mukiza, ancien avocat de Simbeshele Simon. C'est un Limonena Koulezele, habitant la zone Gihosha. La troisième personne est le nommé Lambert Ndabe Meye, vigile de la société de gardiennage Gualdaworld Security. Il habite le quartier Chibitoki. Une fois que le patriarche Simbeshele a apposé sa signature de force sur ses documents de vente, un montant de 210 millions a aussitôt été transféré sur son compte, domicilié à la BGF, avant d'être retourné à l'expéditeur, comme en témoignent les rapports de différentes juridictions. Frustré, Vital Nibaboneka s'est trouvé un allié de taille en la personne de la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza, nommée Larissa Kaneza. C'est cette dernière qui lui aurait conseillé de lui remettre le montant mentionné sur le supposé contrat de vente et faire passer cela pour une vente aux enchères réglementaire, ce que Larissa Kaneza a même mentionné dans sa lettre datée du 28 mars 2024, lettre ayant pour intitulé l'exécution de l'ordonnance de vente publique numéro 22 RP 20612. Dans cette correspondance, la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza dit, je cite, faisant suite à la lettre de M. Vital Nibaboneka du 27 mars 2024, nous vous annonçons que la somme de 800 millions de francs burundais a été effectivement versée sur le compte CC 10 500 du tribunal de grande instance de Mukaza, ouvert à la BRB. Fin de citation. Ici, la question que plus d'un se pose est de savoir pourquoi la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza a réceptionné cet argent comme si c'était elle qui avait vendu la dite parcelle. Plus grave encore, il est incompréhensible qu'une telle autorité s'arroge le droit de procéder à une vente aux enchères des biens ne faisant pas l'objet d'une quelconque saisie judiciaire et agir en place et lieu du service des titres fonciers, seule habilité à procéder de la sorte. D'autres zones d'ombre concernent le contrat même liant Vital Nibaboneka et le patriarche Simon Simbeshele. En effet, d'après la copie en possession de la RPA, il est stipulé que ce contrat entre les deux parties a été signé en vue de mettre en exécution le jugement numéro RCP 3810 de la Cour suprême, mais bizarrement, aucun juge ou représentant de l'État n'était présent lors de sa signature. Un autre flou réside sur le montant même de la vente en question. Au moment où la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza dit que le montant de 800 millions de francs burundais irrelatifs a bel et bien été déposé sur le compte de son tribunal, le contrat, lui, stipule que la somme convenue pour cette vente est de 900 millions de francs burundais. Ici, la question que l'on se pose est de savoir où sont passés les 100 millions restants, puisque le dit tribunal a d'ores et déjà remis la parcelle à Vital Nibaboneka. Dans le même contrat, il est stipulé que la vente concerne les 4 maisons se trouvant à l'intérieur de la parcelle vendue, ce que concède d'ailleurs maître Larissa Kaneza, alors que le tribunal dont elle est la présidente
a, dans une expédition d'un jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2024, ordonné au service des titres fonciers de remettre le titre de propriété de la parcelle numéro 14, cadastrée sous le numéro 1301 division A, enregistré sous le volume ECXX2 folio 72 à l'aîné de la famille SCB chez les Simons, car lui légué légalement par son père. De plus, même les témoins de ce contrat de vente ont tous été emmenés par l'acheteur, à savoir Vital Nibaboneka, et tous ceux qui ont essayé d'apporter leur soutien à cette famille lésée ont été menacés, certains ayant même échappé de peu à des assassinats contre leur personne. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci également à Josiane Mouzaneza. Page éducation, l'insuffisance d'enseignants au Burundi atteint un niveau critique. Classes surchargées, enseignants débordés, formation insuffisante, les défis s'accumulent et menacent la qualité de l'éducation du préscolaire à l'université. N'est-ce pas Inès Daki? Selon la norme de l'UNESCO, le ratio idéal est de 40 élèves par éducateur. Cependant, ce standard n'est pas respecté à cause du manque d'enseignants au niveau national, tout comme la charge réglementaire de travail des enseignants. Le rapport d'analyse commandé par le ministère de l'Éducation révèle que la situation est particulièrement préoccupante dans l'enseignement fondamental et post-fondamental. Dans certaines écoles, un seul enseignant doit gérer une centaine d'élèves dans une même classe. Le manque de personnel pousse également certains enseignants à prendre en charge 2 groupes pédagogiques, travaillant ainsi matin et après-midi et dépassant largement la charge réglementaire de 18 heures par semaine, atteignant plus de 24 heures. La gestion, la répartition et l'affectation des enseignants sont également pointés du doigt comme facteurs aggravant la situation. Le comité d'enquête revient notamment sur le redéploiement des enseignants effectué en 2017 qui a eu un impact négatif sur la qualité de l'enseignement et les résultats scolaires. Beaucoup d'enseignants redéployés se sentent démotivés, s'absentent ou arrivent en retard sur leur lieu de travail. Par ailleurs, certains enseignants sont partis à la retraite sans qu'aucun plan de remplacement n'ait été prévu. Durant l'année scolaire 2023-2024, des départs à la retraite en cours d'année ont laissé des classes sans encadrement. Face à ce déficit, le recours aux enseignants bénévoles ou vacataires s'intensifie dans certaines régions. Il représente désormais 15,7% du total des enseignants. Ces bénévoles sans contrat de travail ne bénéficient d'aucune sécurité et peuvent quitter leur poste à tout moment. Les vacataires, quant à eux, sont souvent surchargés et ne terminent pas toujours les programmes. En plus de leur nombre insuffisant, les compétences des enseignants sont jugées en dessous des attentes. Un test de compétences en avril 2022 a révélé que de nombreux enseignants maîtrisent mal le français, langue d'enseignement à partir de la 5e année de l'école fondamentale. La formation des enseignants présente également des lacunes. Les contenus enseignés proviennent de l'ancien système, alors que les supports pédagogiques actuels visent la réforme de 2013. Le comité d'enquête souligne aussi le manque de formation adaptée pour les enseignants du préscolaire au Burundi. Dans l'enseignement supérieur, le manque de professeurs s'explique par une faible rémunération. Au Burundi, les enseignants universitaires sont les moins bien payés de la région, ce qui entraîne une fuite des cerveaux. Pour l'année académique 2023-2024, l'Université du Burundi a enregistré 16 demandes de mise en disponibilité. Et rien qu'en 2024, 52 médecins ont quitté leur poste dans les hôpitaux de Bujumbura pour des opportunités à l'étranger. De nombreux assistants partis en doctorat ne reviennent pas, préférant s'installer dans des pays offrant de meilleures conditions. Par ailleurs, la faible rémunération oblige les enseignants à cumuler plusieurs emplois ou à enseigner dans plusieurs universités, souvent avec des charges dépassant celles de leur employeur principal. En résumé, le manque d'enseignants, leur surcharge de travail, des conditions difficiles et des compétences limitées ont un impact négatif sur l'enseignement du préscolaire à l'université. Les questions liées aux matières enseignées et au temps scolaire seront abordées ce jeudi. Merci à toi Inès Gakiza. Et pour clore cette édition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Comme chaque mercredi, aujourd'hui, dans le mini-magazine au cœur de la société, nous abordons la question de l'instabilité des sociétés para-étatiques mises en péril par l'accumulation de dettes. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Pierre Garoun. Au cœur de la société.
Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des montants se chiffrant en centaines de milliards de francs burundais constituent les dettes que certaines entreprises para-étatiques doivent à l'État burundais. Selon un rapport du ministère des Finances, ces dettes sont passées de plus de 800 milliards de francs burundais en 2023 à plus de 1200 milliards en 2024. Des experts en économie donnent plusieurs explications à cette situation. Tantôt, ces entreprises sont souvent confiées à des personnes qui n'ont ni les compétences ni l'expérience requises pour les diriger. Tantôt, elles sont utilisées comme source de financement par le parti au pouvoir, car elles sont dirigées par des membres du parti, choisis sans tenir compte de leur expertise ou de leur capacité à bien gérer. C'est de cela que nous allons parler dans ce numéro du magazine Au cœur de la société, de ce mercredi 4 juin 2025, présenté par Pierre Gaungu. Soyez les bienvenus. Les entreprises publiques ou celles dans lesquelles l'État détient des parts accusent envers ce dernier une dette dépassant 1000 milliards de francs burundais. Ces chiffres proviennent d'un rapport récemment publié en décembre 2024 par le ministère des Finances. Parmi les principaux débiteurs figurent des entreprises telles que la Brarudi, la Régie des eaux et l'Onatel. Voici quelques éléments de ce rapport, présenté avec Eddie Claude Ninina Azoué. Le rapport du ministère burundais des Finances publié en décembre 2024 révèle une situation alarmante sur l'état des créances publiques. En effet, les entreprises dans lesquelles l'État détient tout ou partie du capital cumulent une dette dépassant les 1000 milliards de francs burundais envers le trésor public. En tête de cette liste, la Brarudi, spécialisée dans la fabrication de boissons, doit à elle seule plus de 746 milliards de francs burundais. Elle est suivie de la Régie des eaux, entreprise de distribution d'eau et d'électricité, avec plus de 216 milliards de francs burundais, et de l'Onatel, opérateur de télécommunications, dont la dette s'élève à plus de 174 milliards de francs burundais. D'autres entreprises figurent aussi dans ce rapport. TNB, opérant dans le secteur de la télévision numérique terrestre, doit plus de 79 milliards de francs burundais. La Cogerco, entreprise textile, doit plus de 4 milliards de francs burundais. Global Port Services Burundi et SRDI doivent chacune plus de 2 milliards de francs burundais. Burundi Airlines et Onatour affichent chacune une dette de plus d'1 milliard de francs burundais. 6 autres entreprises ont des dettes comprises entre 500 millions et 1 million de francs burundais. Pour remédier à cette situation, le ministre des Finances, Nestor Nahumouye, a annoncé lors de son passage devant l'Assemblée nationale en mai 2025 que des mesures allaient être prises pour améliorer le recouvrement. Parmi elles, l'obligation pour les entreprises publiques de verser leurs bénéfices aux institutions compétentes dans un délai de 30 jours après la déclaration de l'impôt sur le revenu. La politisation qui prime sur la professionnalisation est l'un des maux qui mine le secteur des sociétés para-étatiques au Burundi. Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM en sigle, estime que ces entreprises frôlent la faillite en raison de l'incompétence de leurs dirigeants, souvent désignés par le parti au pouvoir, mais aussi parce qu'elles sont utilisées comme source de financement pour les activités du dit parti. Faustin Ndikumana s'est exprimé à ce sujet au micro de nos confrères de la radio RPA. On a constaté que les éléments suivants sont à la base de cette situation de mauvaise gestion des entreprises publiques. Il y a la politisation au lieu de la professionnalisation dans les gestions, la nomination du conseil d'administration, les directeurs qui obéissent à des critères très politiques, la compétence est ignorée, les membres des conseils d'administration qui s'accordent davantage faraminés. Deuxièmement, c'est le recrutement, le presseur dans le recrutement pour intéresser les militants qui ont assisté à un excès d'oseille surtout pendant les campagnes électorales, les marchés publics truqués. Quatrièmement, ces entreprises sont devenues le réservoir pour le financement surtout des partis ou des campagnes électorales. Cinquièmement, on constate les impayés de l'État. Sixièmement, le manque de modernisation, d'adaptation dans le temps et sur la conjoncture. Ces entreprises se trouvent menacées par la concurrence atroce des autres entreprises, surtout les entreprises privées. Pour tenter de redresser ces entreprises, Faustin Ndikumana propose plusieurs alternatives, notamment la révision de la politique de recrutement,
voire le recours à des expertises étrangères. Comme recommandation, il faudrait recruter des cabinets d'experts, contenant même des étrangers, pour faire des audits indépendants et partant concevoir des plans de redressement de ces entreprises et des plans de gestion professionnalisés. Deuxièmement, s'il advient qu'une entreprise nécessite d'être privatisée, il faut le faire professionnellement. Troisièmement, appliquer strictement la loi séparant les postes politiques des postes techniques. Pour le cas échéant, faire passer des tests avant de recruter les dirigeants de ces entreprises. Au moment de la signature des contrats, ces dirigeants doivent s'engager à arriver à des résultats à atteindre. Faustin Dikoumana est également expert en économie. Comme vous l'avez entendu, parmi les solutions qui pourraient permettre à ces entreprises de se redresser figure la réforme de leur mode de gouvernance. L'expert estime même que si l'on identifie des compétences étrangères susceptibles d'apporter une réelle valeur ajoutée, elles pourraient être recrutées afin de contribuer au redressement de ces sociétés. C'est ici que nous mettons un point final à ce magazine. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro. C'était Pierre Garungu à la présentation. Je vous dis à très bientôt. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur le mini-magazine Au cœur de la société présenté par Pierre Garungu que nous mettons fin à cette édition de la RPA par leur langue française ce mercredi 4 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos, sans oublier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazui. Passez d'agréables moments chez vous.